Bonjour! Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les caractéristiques sociales, l'entourage, l'environnement social des individus pouvaient influencer leur vote. Dans cette perspective, on parle souvent de variables lourdes de comportement électoral pour désigner le fait que certains groupes sociaux ont tendance à voter d'élection en élection pour le même parti ou le même camp politique. Cependant, l'influence de ces variables semble plus faible, notamment depuis les années 1970 et 1980. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène, mais on peut clairement se demander si les électeurs et les électrices sont devenus plus individualistes, plus volatiles, et dans ce cas, comment on peut expliquer leur vote. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Puisqu'on parle d'électeurs et d'électrices plus volatiles, d'une augmentation de la volatilité électorale, il faut logiquement commencer par définir cette notion de volatilité électorale. En l'occurrence, on peut dire que la volatilité électorale désigne l'ensemble des changements du comportement électoral entre deux élections. Je répète, la volatilité électorale désigne l'ensemble des changements du comportement électoral entre deux élections. Ça, c'est une définition générale de la volatilité électorale. Mais pour comprendre concrètement à quoi est-ce qu'elle fait référence, il faut se demander en quoi consiste exactement le comportement électoral. C'est en effet le fait de choisir de voter pour un parti plutôt qu'un autre, mais c'est aussi simplement le fait de choisir d'aller voter, de participer aux élections. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le cadre de ce chapitre sur le comportement électoral, on parle aussi bien de la question de la participation et de l'abstention électorale que du choix du parti ou du candidat ou de la candidate. Quand on comprend bien tout ce que désigne le comportement électoral, on se rend compte qu'on peut distinguer au total 3 formes de volatilité électorale. La première de ces formes, c'est ce qu'on appelle l'abstention intermittente. J'en avais déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes. En gros, le principe de l'abstention intermittente, c'est qu'à certaines élections, vous allez voter, et à d'autres élections, vous n'allez pas voter, vous vous abstenez. Donc on n'est pas dans de l'abstention systématique où vous n'irez voter à aucune élection, ni dans de la participation systématique où vous allez voter à toutes les élections, même si c'est éventuellement pour mettre un vote blanc. Voilà, c'est intermittent, de temps en temps vous votez, de temps en temps vous votez pas. Donc on voit bien que votre comportement électoral, en l'occurrence en matière de participation électorale, change entre deux élections. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la volatilité interne et la volatilité externe. Alors je vais peut-être commencer plutôt par ce qu'on appelle la volatilité externe, car c'est sûrement la forme de volatilité électorale à laquelle on pense le plus spontanément, car c'est la plus radicale. En l'occurrence, la volatilité externe, c'est le fait de changer de camp politique entre deux élections. À une élection, vous votiez à gauche, et à l'élection suivante, vous allez voter à droite. La volatilité interne, par opposition, c'est certes un changement dans le parti pour lequel vous votez, mais au sein du même camp politique. Vous votiez pour un parti de gauche et vous votez pour un autre parti, mais toujours un parti de gauche. Par exemple, vous avez voté Europe Écologie Les Verts à une élection, et à l'élection suivante, vous votez la France Insoumise. Or, quand on compare par exemple le vote au premier tour de l'élection présidentielle en 2012 et le vote au premier tour de l'élection présidentielle en 2017, pour avoir déjà une idée de la volatilité électorale, notamment de la proportion de la volatilité interne et de la volatilité externe, on se rend compte que la volatilité externe est très faible. Alors qu'on entend souvent dire que l'extrême gauche et l'extrême droite sont assez proches et que les électeurs et les électrices peuvent facilement basculer dans un sens ou dans un autre, d'un extrême vers un autre, on se rend compte qu'en réalité, parmi les personnes qui avaient voté pour Marine Le Pen en 2012, seulement 3% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Le chiffre est identique dans l'autre sens, parmi les électeurs qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2012 et qui ont voté pour Marine Le Pen en 2017. En réalité, on semble d'ailleurs observer que le vote aux extrêmes est plutôt stable, puisque 80% des personnes qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2012 ont à nouveau voté pour lui,
Et le chiffre est encore plus élevé pour Marine Le Pen, puisque 85% des personnes qui avaient voté pour elle en 2012 ont à nouveau voté pour elle en 2017. On observe donc qu'en réalité, la volatilité électorale est avant tout une volatilité interne, entre des partis politiques assez proches les uns des autres. Par exemple, quand on observe ce qu'est devenu le vote de François Hollande lors de l'élection présidentielle de 2017, on se rend compte que les électeurs qui avaient voté pour François Hollande en 2012, pour une partie, se sont tournés vers Benoît Hamon, qui était le candidat représentant le Parti socialiste en 2017. Donc là, même si le chiffre semble assez faible, il faut quand même se dire que par rapport à l'ensemble des suffrages exprimés, Benoît Hamon a obtenu seulement 6% de ses suffrages exprimés. Donc là, on est sur un chiffre qui est quand même 2,5 fois plus important que son score dans l'ensemble des suffrages exprimés, donc c'est quand même notable. Et en dehors de ça, les électeurs de François Hollande se sont tournés pour une bonne partie vers Emmanuel Macron, qui certes ne représentait pas le même parti que François Hollande, mais qui était quand même associé à son gouvernement jusque justement 2016, et vers Jean-Luc Mélenchon, qui est un autre candidat de gauche, mais cette fois-ci plutôt d'extrême gauche. Donc voilà, les électeurs de gauche socialistes de François Hollande en 2012, en 2017, au moment de faire leur choix, se sont essentiellement éclatés entre un vote d'extrême gauche, un vote de gauche traditionnel, le même parti, de la stabilité électorale, ou un vote de centre, mais qui restait assez proche de l'orientation, en tout cas en apparence en 2017, des orientations socialistes. Si on va encore plus loin, en réalité, la forme véritablement la plus courante de volatilité électorale, c'est l'abstention intermittente. Il y a donc un décalage entre la forme la plus visible, celle à laquelle on pense la plus spontanément, qui est peut-être la plus choquante, la volatilité électorale externe, ou passer de la gauche vers la droite ou dans le sens inverse, et la forme la plus courante, qui est en réalité simplement de l'abstention intermittente, de choisir de voter ou de ne pas voter, mais quand on va voter, on va plutôt avoir tendance à voter pour le même parti politique. En réalité, donc, les élections ne se gagnent pas parce que vous avez réussi à convaincre des électeurs et des électrices du camp opposé de venir voter pour vous, puisque ça c'est très rare. Très rare que le candidat ou la candidate de droite va réussir à convaincre des électeurs de gauche de venir voter pour lui ou pour elle. Ça ne peut que arriver lorsqu'il y a une forme d'incertitude sur le placement politique. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron s'affirme un candidat à la fois de gauche et de droite, et qu'il est donc difficile de savoir est-ce qu'il est quand même plus de gauche ou plus de droite. Ce qui était le cas, par exemple, en 2017. En fait, les élections se gagnent parce que, d'une part, vous allez réussir à convaincre et à attirer des électeurs et des électrices des partis proches. Donc, au lieu d'essayer d'attirer les électeurs de gauche, si vous êtes un candidat ou une candidate de droite, vous allez plutôt vous concentrer et essayer d'attirer les électeurs et les électrices des autres partis de droite. Et surtout, en réalité, parce que vous avez réussi à plus mobiliser vos électeurs et vos électrices. Si un candidat ou une candidate perd une élection, c'est souvent parce qu'une partie de son électorat ne s'est pas assez mobilisé, n'est pas allé assez voter et s'est contenté de s'abstenir. Donc c'est avant tout les différentiels dans l'abstention, le fait que par exemple l'abstention soit plus forte à gauche ou à droite lors d'une élection, qui va expliquer que, par exemple, si l'élection est plus forte à gauche, ce soit le candidat ou la candidate de droite gouvernementale qui réussisse à l'emporter. Suite à ce constat de l'augmentation de la volatilité électorale à partir des années 1970-1980, constat qui d'ailleurs a tendance à se retrouver dans la majorité des démocraties contemporaines, plusieurs théories ont émergé, soit pour expliquer ce changement, soit pour expliquer quels étaient les nouveaux fondements, quelles étaient les nouvelles influences du vote des électeurs et des électrices. Pour expliquer ce changement, on peut avant tout parler du déclin de l'influence des caractéristiques sociales, des variables lourdes du comportement électoral, ce dont j'ai parlé dans la vidéo précédente.
Je ne reviendrai pas donc dans cette vidéo. Parmi les nouvelles théories qui cherchent à expliquer le vote et les influences qui pèsent sur le vote dans un contexte de plus grande volatilité électorale, on retrouve la théorie du vote sur enjeu. En gros, selon cette théorie, les électeurs et les électrices se concentrent sur quelques sujets, quelques enjeux qui leur semblent les plus importants et vont voter pour le candidat ou la candidate qui va faire les propositions les plus convaincantes sur ces sujets, sur ces enjeux, peu importe finalement les propositions sur d'autres sujets, dans d'autres domaines, qui vont être considérés comme secondaires et dans une certaine mesure négligeables. Par exemple, quand on demande aux personnes qui ont voté pour Marine Le Pen quelles étaient leurs préoccupations importantes, quels étaient selon elles les enjeux les plus importants, on voit qu'elles mettent en priorité l'immigration, le terrorisme et l'insécurité. Et ce, bien plus que l'ensemble des personnes ayant participé aux élections de 2017. Donc on peut très bien se dire que justement les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen sont des personnes qui considèrent que la priorité c'est immigration, terrorisme, insécurité, que Marine Le Pen leur semblait la plus convaincante sur ces questions-là, et finalement peu importe ce qu'elle pouvait dire dans d'autres domaines comme le chômage ou l'Europe, avant tout ce qui a attiré les électeurs vers Marine Le Pen, c'est sa position sur ces questions-là. A l'inverse, pour Emmanuel Macron, on voit que plutôt ce qui a attiré les électeurs, ou en tout cas les préoccupations qui étaient considérées comme les plus importantes pour ces électeurs et ces électrices, c'est la question du pouvoir d'achat, du chômage et de l'Europe. Ça, c'est assez intéressant puisque en 2017, Marine Le Pen essayait d'avoir un certain positionnement assez fort sur la question de l'Europe, en proposant notamment un éventuel départ de la France de la zone euro, voire de l'Union européenne. On voit que cette stratégie n'était pas une bonne stratégie puisque ce n'est pas ce qui a attiré les électeurs et les électrices vers elle, qu'elle reste finalement forte dans des domaines traditionnels de l'extrême droite, donc immigration, terrorisme et insécurité, et que à la limite, ça a plutôt poussé des électeurs et des électrices qui tenaient au maintien de la France dans la zone euro et dans l'Union européenne à voter pour Emmanuel Macron, qui avait un positionnement européen aussi assez fort. Autre théorie qui cherche à expliquer le comportement électoral et ses variations, la théorie du vote rétrospectif, qu'on peut aussi appeler théorie du credit and blame. En gros, dans le cadre de cette théorie, on suppose que les électeurs et les électrices vont se fonder sur leur bilan, leur vision de l'action menée par le gouvernement, et vont décider si ce bilan leur semble plutôt positif de voter à nouveau pour le même parti, si le bilan semble à l'inverse négatif, de s'abstenir ou de voter pour un parti d'opposition. Donc là, on remarque bien que cette théorie fonctionne bien, notamment dans un cadre bipartisan, quand c'est simple, vous avez le choix entre deux partis, qu'elle fonctionne moins dans un cadre multipartisan, parce que si vous choisissez de voter pour un parti d'opposition, comment est-ce que vous choisissez pour quel parti voter? Et là, il faut faire référence à d'autres théories. On peut aussi ajouter que cette théorie n'est pas totalement incompatible avec la question du vote sur enjeu, puisque lorsqu'on fait le bilan de l'action du gouvernement, on ne va pas forcément faire un bilan global, mais on peut se fonder sur certains enjeux, sur certaines questions bien précises, soit qui font référence à notre situation particulière, soit qui font référence à la situation globale, mais que, par exemple, un gouvernement peut avoir un bon bilan économique en termes de croissance et de chômage, mais que les enjeux de l'élection vont plutôt se porter sur l'insécurité, sur lequel son bilan semblera moins positif, et dans ce cas, ce parti peut quitter le pouvoir en faveur d'un parti d'opposition. On peut enfin faire un lien entre cette question de la volatilité électorale et l'essor des sondages d'opinion qu'on a évoqué dans le chapitre sur l'opinion publique. En effet, l'augmentation de la volatilité électorale a pu conduire à des explications comme plus ou moins les théories du vote sur enjeu et du vote rétrospectif, selon lesquelles les électeurs et les électrices seraient plus rationnels, ou en tout cas
serait moins stable, pourrait plus facilement être convaincu par des campagnes électorales, que cela a donc remis en jeu la question des campagnes électorales, éventuellement des médias, qui avaient été mis de côté par les premières théories du comportement électoral, que ce soit donc l'école de Michigan ou l'école de Columbia, puisque les électeurs et les électrices peuvent facilement changer de parti, voire de camp politique. Ce que vous allez faire lors de la campagne, les propositions que vous allez faire vont compter pour justement les convaincre de venir voter et de venir voter pour vous. Et pour mesurer l'impact de vos mesures, de vos propositions et de l'organisation de votre campagne électorale, vous avez besoin de sondages. Donc, on voit comment est-ce que l'augmentation de la volatilité électorale a pu servir au sondage d'opinion pour dire vous avez besoin de nous et conduire à leur essor. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et ce chapitre. Je vous souhaite une bonne journée.